Amis croisés, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous présenter le quatrième tome de la conspiration des philosophes, qui peut se lire indépendamment des autres, hein, comme tous les tomes, il y a toujours des résumés. C'est la révolution des Illuminés, et c'est-à-dire le rôle des Illuminés dans la révolution dite française, et le sous-titre est Les droits de l'homme contre Dieu. Il ne suffit pas de remettre à sa place l'histoire de la Révolution en tant qu'événement. Il faut bien comprendre qu'elle est à l'origine des droits de l'homme et que ces droits de l'homme ont été proclamés contre Dieu. Et nous en avons la preuve, puisqu'au bout de 200 ans de civilisation, entre guillemets, des droits de l'homme, le monde est déchristianisé ou en voie de déchristianisation. Donc il ne fait pas de doute que les droits de l'homme sont antichrétiens. Et toute la révolution dite française est en fait non pas politique, mais une révolution religieuse. Une révolution qui vise à lutter, à décatholiciser la France et à mettre à bas, faire table rase de la civilisation chrétienne. Donc je me bats pour que la civilisation chrétienne puisse renaître, puisqu'aujourd'hui elle est menacée. Dans ce livre, il y a deux parties. La première partie, c'est l'histoire des sectes d'illuminés. Vous savez que les illuminés, d'abord, il faut bien comprendre qu'ils s'inscrivent dans la suite des Lumières. Le siècle des Lumières, que j'ai appelé dans un livre précédent le siècle des ténèbres, puisque le langage étant inversé, les lumières des Rose-Croix, c'est en fait la lumière de Lucifer, le porteur de lumière. Donc nous sommes en face d'initiés diaboliques. Et ces illuminés font partie de sectes qui sont soit dans la franc-maçonnerie, et il y a un certain nombre de sectes qui sont, lorsque le Grand Orient est créé en 1772, qui sont dans la franc-maçonnerie, et d'autres illuminés qui sont hors franc-maçonnerie. Mais ils sont contrôlés par des francs-maçons. C'est ça que j'essaye de montrer, c'est-à-dire de démêler cet écheveau de sectes. Et la preuve en est que les illuminés eux-mêmes sont un développement de ce que l'on appelle les hauts grades de l'écossisme. L'écossisme, qui d'ailleurs n'a rien écossais, mais qui est un ensemble de rituels internes à la franc-maçonnerie. Donc parmi ces sectes, vous en avez un certain nombre qui sont extrêmement importantes et qu'on ignore d'une façon générale et qui vont avoir un rôle surtout avant la Révolution pour conduire vers la Révolution. Vous avez les fameux élus Cohen qui sont ou pas liés aux sectes franquistes, donc j'essaye d'expliquer ça, de voir s'il y a des liens entre eux, et ces élus Cohen qui vont changer de nom, donc à chaque fois évidemment il y a des subterfuges pour dire qu'ils n'agissent plus, ils vont devenir des frères d'Asie, et ils vont aussi devenir par exemple des Philalètes. Il y a un certain nombre d'élus Cohen qui vont devenir des Philalètes, et dans ces Philalètes on va retrouver un personnage comme Talleyrand. Donc si vous voulez, un certain nombre de personnages qui vont mener la révolution sont dans des sectes d'illuminés en dehors des loges maçonniques ou dans les loges maçonniques. Autre secte, évidemment, qui est connue, c'est la stricte observance templière, qui est fondée en Allemagne par un illuminé dans tous les sens du terme, qui est le baron de Hund, et qui est quand même initié à Paris. Donc vous avez des relations, évidemment, entre les sectes d'illuminés. Vous avez aussi les fameux illuminés de Bavière, bon ça on les connaît, et vous savez que les illuminés de Bavière et les illuminés de la stricte observance vont en 82 participer à un convent qui s'appelle le convent de Wilhelmsbad, où est décidé du principe de la Révolution française, ce que l'on ne sait pas, évidemment d'une façon générale. Il y aura aussi d'ailleurs avant la Révolution un convent des fameux Philalètes, et où viendra un illuminé allemand qui s'appelle Bode, etc., etc. Vous avez toute une préparation par les illuminés. L'autre endroit où s'est préparée la Révolution, c'est évidemment le Grand Orient et notamment la loge des Neuf Sœurs. Au début de la Révolution, la réunion des États généraux, qui sont d'ailleurs noyautés par des loges maçonniques, notamment par le biais de Necker, Necker qui est un personnage de l'ombre, qu'on a appelé le Fourier de la Révolution, parce qu'il a évidemment aussi, il a endetté la France, hein, ça c'est d'actualité, pour que finalement les populations se soulèvent. Et dans les Neuf Sœurs, donc Sieyès fait partie des Neuf Sœurs, donc c'est lui qui écrit le Tiers État, vous savez qu'ensuite il y a les États généraux, donc, et toute l'histoire de la Révolution telle qu'elle est racontée ne correspond pas évidemment à la réalité des événements. Tout a été programmé
au Grand Orient, dont le grand maître est une baudruche, hein, qui est le duc d'Orléans. Et par exemple, aux côtés du duc d'Orléans, son secrétaire, qui est Cauderlot de Laclos, qui est évidemment franc-maçon, et qui en plus est un Rose-Croix. Alors il y a des gens qui disent que les Rose-Croix n'existent pas, mais lui il est reconnu comme Rose-Croix officiellement, y compris par des dictionnaires maçonniques, évidemment que je cite. Et il y a d'autres illuminés qui vont tenir un rôle considérable au début de la Révolution, qui vont trahir le roi, puisque la Révolution commence par les nobles, hein, c'est la haute noblesse qui commence la Révolution. Elle a été embrigadée dans les hauts grades, on lui a fait croire qu'elle dominait la situation, le duc d'Orléans évidemment, et deux illuminés officiels qui vont tenir un rôle considérable, qui sont Mirabeau et Lafayette. Bon, alors il y a aussi à la cour évidemment des charlatans, hein, je parle d'autres illuminés, les fameux, il y a Cagliostro, il y a Mesmer, voilà, le lecteur trouvera la description de toutes les sectes et des rapports entre ces sectes. Vous avez des personnages qui sont dans une secte et qui en même temps sont dans des loges maçonniques et qui font évidemment le lien. Il y a les Neuf Sœurs, il y a aussi les Amis Réunis, il y a la loge La Candeur qui finance la Révolution américaine, etc. Donc voilà la première partie du livre. La deuxième partie, elle est sur la destruction ce que j'appelle le roman national, c'est-à-dire ce qui a été inventé plus tard par Michelet notamment, d'expliquer dire que c'était le peuple qui avait fait la Révolution française. Non, la Révolution française, elle est faite par des mercenaires qui sont payés par l'Angleterre et qui ont à leur tête des francs-maçons. Et évidemment, il y a une partie du peuple qui participe, une fois que les événements sont lancés, qui participe aux événements. Mais ce n'est pas le peuple qui fait la révolution, ce sont des petits groupes activistes. Une révolution, il faut de l'argent, donc l'argent vient d'Angleterre, et il faut des chefs, et les chefs, ce sont les francs-maçons. Vous avez par exemple des moulins, alors je raconte, je ne suis pas le premier d'ailleurs à raconter la véritable histoire du 14 juillet, comment le marquis de Launay reçoit les représentants de la commune, il les reçoit à déjeuner, après, en fin d'après-midi on lui coupera la tête, mais ça ne se passe pas du tout comme on le raconte dans les livres, et en plus il y a une trahison de la garde française, et évidemment à la tête de la garde française c'est un franc-maçon qui trahit. Et tous les événements vont s'enchaîner comme ça, avec quelques-uns qui sont plus ou moins importants, mais vous en avez deux quand même, qui sont la constitution civile du clergé. C'est pareil, hein, ce sont des illuminés et des jansénistes et des gallicans qui en sont responsables, et vous savez que cette constitution civile va entraîner la persécution des prêtres qui seront réfractaires. Donc vous avez là, évidemment l'affirmation, la déclaration des droits de l'homme. Alors là aussi c'est extraordinaire. Le texte en fait a été modifié. Le texte original n'est pas celui qui a été adopté. Et celui qui ramène le texte d'Amérique, c'est Lafayette, qui ramène un texte, et l'Assemblée n'en veut pas. Et il va y avoir un comité de rédaction qui va permettre au texte définitif de passer, et évidemment il est noyauté par des illuminés. On y retrouve Talleyrand, Mirabeau, Mounier, et nombre de sinistres personnages. Les droits de l'homme, en principe, devaient accorder notamment le droit de propriété, et vous avez immédiatement après, à l'initiative encore une fois de Mirabeau, l'affaire des biens nationaux, c'est-à-dire que tout le monde a le droit à la propriété, sauf l'Église, dont les révolutionnaires s'accaparent les biens, et vous pensez bien que le peuple français, lui, n'a rien vu des biens nationaux qui ont été spoliés et volés à l'Église. Et puis, les persécutions vont s'enchaîner, toute la Révolution, dès le début, c'est-à-dire que dès 89, les prêtres puis la population catholique sont massacrés, sacrifiés, car il s'agit d'un véritable sacrifice. Évidemment, après 92, quand la République est fondée illégalement aussi, parce qu'elle aussi, il y a des manipulations dans les votes pour établir la République, et évidemment le sacrifice du roi, qui est un véritable rituel sacrificiel, puisque la révolution est une révolution, c'est-à-dire un retour aux religions cosmiques, elle revient au sacrificiel cosmique, et
c'est pour cela que le roi est sacrifié, n'est un véritable rituel, donc j'explique. Et évidemment ensuite les populations catholiques, notamment en Vendée, tout le monde connaît les massacres de Vendée. Il s'agit véritablement d'une persécution religieuse, et la République va ensuite imposer des cultes, et ces cultes sont évidemment, ils sont connus, la déesse raison et le fameux être suprême. Être suprême qui n'est pas Dieu, mais qui est le singe de Dieu, donc qui est en fait une représentation de l'adversaire. Et l'être suprême va aussi, a déjà été d'ailleurs, à l'origine d'une réunion surprenante, qui est celle entre la droite et la gauche, puisque lors du vote contre le veto du roi, on met fin au droit de veto du roi, la pseudo-droite de l'époque et la gauche, qui est elle déjà pour la République, s'asseyent à droite et à gauche du représentant de l'être suprême, qui est le président de l'Assemblée constituante et qui évidemment est franc-maçon. Donc si vous voulez, quand Robespierre va remettre en place le culte de l'être suprême, et il va accentuer les persécutions, évidemment, c'est un fou sanguinaire, mais en fait, l'être suprême, il préside déjà au fameux principe de 1789. Donc on ne peut pas dissocier 1789 de 1793, et j'ajouterais d'aujourd'hui, parce que nous sommes toujours dans l'ère révolutionnaire, le dogme entre guillemets du monde actuel est toujours les droits de l'homme, donc la révolution cosmique et l'appel au sacrifice des masses est toujours d'actualité. Nous en avons aussi une preuve, c'est avec la République, le français perd son statut de sujet, un sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une âme aussi, et il devient un citoyen, et le citoyen devient l'esclave de la République, et il va aussi devenir la chair à canon, parce que la Révolution commence des guerres, et tout le XXe siècle a continué ce sacrifice des masses. C'est comme ça qu'il faut lire les guerres du XXe siècle, c'est le sacrifice des masses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est sur la Révolution française, tout ce qui est dit sur la Révolution française, y compris dans les livres scolaires, est un tissu de mensonges. La Révolution est de source religieuse, la politique n'a servi que de prétexte à la réaliser, et elle participe. Ce que nous vivons toujours aujourd'hui, donc nous sommes dans un cycle de mensonges, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est dit dans les médias est mensonger. Donc ce que j'essaye dans ce livre, c'est de rétablir la vérité historique. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si nous rétablissons la vérité historique sur la Révolution, comme sur les fausses Lumières, la fausse Renaissance, etc., les gens pourront prendre conscience de la vérité religieuse, c'est-à-dire de la vérité du christianisme, qui est la seule vraie religion qui relie l'homme à Dieu, donc l'homme à l'homme, puisqu'elle est révélée par le Fils de Dieu. Voilà, donc je conclurai toujours de la même façon en disant n'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.